Donc, à mon tour de remercier chaleureusement François Héran de m'avoir invité et de nous avoir invités dans cette même séance, parce qu'on travaille effectivement dans le même centre de recherche internationale à Sciences Po, et on a déjà l'occasion de discuter avec Hélène, mais je pense que vous allez voir qu'il y a des éléments de discussion entre nos présentations, et d'ailleurs, voilà, ça nous donne encore l'occasion aujourd'hui de dialoguer toutes les deux sur nos terrains de recherche qui sont du côté de l'Orient, puisque je vais essentiellement vous parler aujourd'hui de la politique migratoire, ou en tout cas des questions de politique et de migration au Japon. Je retourne un petit peu moins loin dans l'histoire que Hélène, je vais commencer plutôt avec la fin des années 80 et les années 90. Donc pour commencer ma présentation, j'avais envie de vous citer un certain nombre de citations de chercheurs, donc tous des chercheurs, avec d'abord cette image qui est tirée donc de Hommes et Migration, une couverture d'un numéro spécial que j'avais coordonné avec ma collègue Chikako Mori pour l'essentiel en 2013, et qui rassemblait la traduction d'un grand nombre de chercheurs japonais sur un grand nombre de thématiques, et qu'on avait intitulé le Japon, pays d'immigration, avec un point d'interrogation, parce qu'effectivement, on va se rendre compte, et ça va être un peu le fil rouge de ma présentation, on va se rendre compte que très souvent, on positionne le Japon comme une exception dans les questions de migration parmi les pays riches, libéraux, développés, démocratiques, etc. Donc, juste pour suivre un peu le fil de ce que je vous propose sur cette diapositive, je vais vous lire les éléments. Donc, par exemple, vous avez récemment Holyfield et Sharp qui disent « Le seul État libéral », donc en parlant du Japon, ayant résisté à l'immigration et payé les coûts en termes de défis sociaux, démographiques, économiques et politiques. Ou bien on peut citer Erin Chong qui en 2010, dans un ouvrage en 2010, indiquait « Le Japon est le seul pays développé et démocratique ayant un problème avec sa 4e génération d'immigrés », donc à savoir essentiellement les Coréens et dans une moindre mesure des Chinois. Ou bien à Kondo Atsushi qui en 2015 écrivait « Le Japon est le seul pays démocratique, développé et industrialisé qui n'a pas de loi antidiscrimination ». Donc voilà, on va réfléchir un peu à toutes ces questions, et mon introduction va être un petit peu longue, mais je pense que c'est important de comprendre pourquoi on considère très souvent, ou on essaye de définir souvent le Japon comme une exception en matière de politique migratoire. Et donc tous ces éléments d'exception, ce sont des éléments qu'on a essayé d'illustrer dans notre dossier spécial de 2013 pour Hommes et Migration, et je vais vous en donner un peu une idée, je vais en détailler quelques-uns. Mais en gros, voilà un petit peu les éléments qu'on met en avant quand on parle du Japon. Tout d'abord, un taux de population étrangère inférieur à 2%, donc c'est extrêmement bas pour un pays développé, démocratique. Enfin voilà, quand on compare aux pays d'Amérique du Nord ou européens. De nombreux travailleurs temporaires qui arrivent non pas via un programme, enfin une politique d'immigration, mais qui arrivent via un programme d'aide au développement. Un nombre de réfugiés, je vais y revenir, extrêmement bas, un rapport très ambigu à sa diaspora, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de valorisation de sa diaspora japonaise, qui est importante, pas d'accès de droit à la nationalité, donc un accès de droit via le droit du sang, non-reconnaissance de la double nationalité, absence de politique d'intégration au niveau national, absence de pénalisation des discriminations et des discours de haine. Mais alors, en fait, tous ces éléments, pour considérer que ce sont des éléments d'exceptionnalité, il faut savoir avec qui on compare, et je pense que c'est là que ça devient intéressant. Donc effectivement, on a une population qui est extrêmement... un taux de population étrangère qui est extrêmement basse, donc en 2018, on dépasse quand même les 2%. Donc quand on compare avec les autres pays riches, ça peut paraître extrêmement bas, hein. Vous devez savoir qu'on est souvent au-dessus de 10% de la population dans les pays d'Europe de l'Ouest ou en Amérique du Nord, 10% de la population née à l'étranger ou de nationalité étrangère.
Mais si on commence à comparer avec les autres pays de la région, c'est pas tellement une exception, à savoir que la Corée du Sud est à peu près au même taux de population étrangère, de même pour Taïwan. Donc si on essaye de prendre des pays comparables, on n'est pas tant dans une situation exceptionnelle. Et donc par exemple, c'est un petit peu l'approche que propose Erin Chong dans un de ses livres beaucoup plus récents qui date de cette année, en 2020, où elle compare le cas du Japon à Taïwan et à la Corée du Sud, et où elle essaye de montrer comment essayer de comparer avec des pays un petit peu plus proches, ça peut donner un petit peu plus de sens que de comparer avec des pays qui ont des histoires extrêmement différentes, et en particulier qui ont des histoires de la construction de la citoyenneté extrêmement différentes. Alors, effectivement, voilà, si on compare typiquement ces chiffres de taux de population étrangère avec Taïwan et la Corée du Sud, le Japon n'est pas une exception. Là où le Japon commence quand même à être un petit peu plus exceptionnel, c'est quand on regarde la population étrangère, en tout cas la population étrangère qui vient pour travailler dans le secteur des soins. Donc voilà. Alors, bien sûr, je ne vais pas avoir le temps de développer sur la crise démographique au Japon. Le Japon est un des pays les plus âgés. C'est un pays qui voit sa population diminuer depuis plusieurs années et qui se prépare à la voir diminuer de manière assez importante. Et ce qui est étonnant, c'est effectivement, je vais vous le décrire tout à l'heure, ça fait très peu d'années que le Japon ouvre un tout petit peu ses portes à une immigration dans le secteur du travail du soin. Et là, pour le coup, il y a une vraie différence, une vraie exceptionnalité par rapport à tous les pays de la région, à savoir que si vous prenez aussi bien la Corée du Sud dans une certaine mesure, mais en tout cas Taïwan, Singapour, Hong Kong, ce sont des pays qui ont largement ouvert leurs portes au travail, à la migration de travail dans les secteurs du soin à la personne. Donc là, oui, il y a une forme d'exceptionnalité du Japon. Si on prend, alors là, c'est effectivement quelque chose qu'on voit souvent, même dans la presse française, la question de la reconnaissance du statut de réfugié selon la Convention de Genève. C'est assez exceptionnel. Vous voyez là dans ce tableau le nombre de demandes dans le tableau du haut, qui a tendance quand même à augmenter, et puis le nombre de cas acceptés dans le tableau du bas. Et alors là, vous pouvez voir, par exemple, pour 2018, que le nombre de réfugiés reconnus sur le territoire japonais est de 42 personnes. Et on est extrêmement loin des taux d'acceptation et du nombre de personnes qui obtiennent le statut de réfugiés dans la plupart des démocraties libérales, dans la plupart des pays démocratiques et riches. Donc c'est extrêmement bas, mais à nouveau, ça devient un petit peu plus compliqué de comparer avec les pays de la région tels Taïwan et la Corée du Sud, mais c'est vrai que dans ces pays-là aussi, on a très peu de personnes qui obtiennent et qui demandent le statut de réfugié politique. Toujours dans mon introduction, cette question de l'acquisition de la nationalité japonaise. Donc là aussi, ça peut être des chiffres qui peuvent, quand on connaît un petit peu les chiffres dans les pays occidentaux, ça peut paraître très étonnant. Donc à nouveau, je rappelle que là, vous avez l'ensemble des personnes qui vont acquérir la nationalité japonaise parce qu'il n'y a pas de système automatique de droit d'acquisition de la nationalité japonaise. Donc en 2000, on a quand même un taux d'acquisition ou un nombre d'acquisitions qui a atteint presque les 16 000 personnes pour une année. Et puis ça descend depuis, et vous avez, par exemple, en 2019, un tout petit peu plus de 8 000 personnes. Donc on est extrêmement loin des chiffres qu'on peut avoir en Occident, qui sont plutôt autour, par exemple, pour la France, mais vous pourrez me redire, ça, c'est au-delà de 100 000 personnes par an, quand on prend en compte aussi l'acquisition automatique à la nationalité française. Et puis, d'autre part, toutes ces questions de discrimination et d'appel à la haine, de discours d'appel à la haine qui ont secoué le Japon depuis 7 ans, depuis 2013. Donc, je vous montre là, par exemple, une de ces photos avec une manifestation qui se passe dans un des quartiers de Tokyo, qui est un quartier traditionnel d'installation des Coréens, anciens coloniaux, enfin anciens colonisés du Japon.
Et cette pancarte où il est écrit « Bon ou mauvais Coréens, tuons-les tous ». Donc là, on a clairement un appel à la haine, un appel à la violence, qui est assez inimaginable aussi dans nos pays où il y a quand même énormément de lois contre l'appel à la haine, les discriminations, etc. L'autre document que je vous montre ici, pour illustrer un petit peu la situation, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Donc là, c'est le livre de quelqu'un qui s'appelle Aludo Debito, mais qui en fait, c'est un nom, c'est une personne d'origine d'Amérique du Nord naturalisée japonaise et qui a pris donc un nom à consonance un petit peu japonaise et qui a fait tout un travail de recensement de ce genre d'annonce qui peut apparaître sur les magasins où il y a écrit seuls les Japonais sont acceptés, et qui est une forme très claire de discrimination dans les commerces et dans les services. Et ce qui existe toujours encore aujourd'hui. Donc voilà un peu pour situer la situation. Le Japon, pays exceptionnel ou non, c'est un petit peu la question que je veux poser aujourd'hui avec vous. Et ma présentation va s'organiser donc en 3 grands principaux temps, parce que bon, j'ai un peu le même dilemme que Hélène tout à l'heure, c'est-à-dire que je suis obligée quand même de vous raconter un petit peu le contexte japonais, de vous donner un petit peu de matière historique et de législation et de débat politique pour qu'on comprenne avant d'en arriver un peu au questionnement. Et donc voilà, il y a un parallèle un peu entre nos 2 présentations déjà ici, parce que si on reprend cette définition de ce que c'est une politique migratoire, voilà, la politique migratoire, c'est la gestion des flux, et ça va être mon premier point, à savoir tous les débats autour des réformes législatives pour réguler ces flux, accepter ou pas accepter, et comment faire pour que le Japon se présente, comment le Japon a-t-il fait pour systématiquement se présenter comme un pays qui n'est pas un pays d'immigration et donc qui rappelle fortement les discours en Allemagne. Et d'ailleurs, les chercheurs adorent faire le parallèle avec l'Allemagne en disant mais le Japon ne pourra pas résister à ce genre de discours et en viendra, comme l'Allemagne, à reconnaître de facto qu'il est ou il va devenir ou qu'il n'a pas d'autre solution que de devenir un pays d'immigration. Et là, je vais mettre des grands points d'interrogation parce que je ne suis pas si sûre que le Japon suive ce chemin de l'Allemagne. La deuxième partie, c'est l'autre aspect des politiques migratoires, donc c'est tout ce qui est régulation, gestion ou protection des conditions de vie des résidents étrangers. Et donc, comment ce positionnement du Japon avec le Japon n'est pas un pays d'immigration, comment ça a un impact en termes de politique d'intégration, de lutte contre les discriminations et de lutte contre les discours d'appel à la haine. Et voilà, et dans une troisième partie, avant de conclure, je viendrai un petit peu présenter les propositions faites par de nombreux chercheurs pour essayer d'expliquer l'exceptionnalité de la politique migratoire japonaise. Donc tout d'abord, je vais dresser rapidement un tableau de toute l'évolution de l'encadrement politique et légal des migrations au Japon. Donc je reprends une proposition d'organisation en 6 périodes que je vais peut-être élargir à une 7e période qui a été proposée par Kondo Atsushi en 2015. Donc voilà, donc très rapidement, on rappelle souvent, quand on parle d'immigration, on rappelle souvent que le Japon a été un des pays les plus fermés au monde pendant 2 siècles. Donc c'est ce qu'on appelle la période de fermeture du Japon. Que cette période de fermeture, elle a été terminée par un événement, par une période assez brutale pour le Japon. Ça a été l'ouverture presque imposée par les Américains en 1853. Et donc une période d'ouverture, mais aussi une période d'émigration japonaise. Donc voilà, le Japon était un grand pays de départ, fin 19e, début du 20e siècle, même jusqu'au milieu du 20e siècle. En fait, le Japon est avant tout un pays de départ. Et puis c'est un pays colonisateur et qui a connu à la fois une émigration de sa population vers les colonies, mais aussi une immigration des sujets coloniaux vers le Japon. S'ensuit une période de contrôle extrêmement strict de la migration sous le commandement suprême des forces alliées américaines pendant 6 ans. Donc là, une fermeture extrêmement stricte et très très contrôlée de la circulation. Puis la mise en place de ce que Atsushi Kondo va appeler le régime de 1952. Et le régime de 1952, c'est un régime qui est largement écrit par les Américains.
régime migratoire, j'entends, enfin une politique migratoire qui est largement écrite par les Américains et qui est orientée par le souci de la guerre froide qui se met en place en Asie et donc qui propose et qui impose quelque part au Japon un contrôle très strict de l'immigration, même pendant la période, et en fait les Japonais vont conserver cette orientation dans la politique migratoire, même pendant la période du fameux miracle économique japonais et de ce boom économique japonais des années 60, 70, 80. S'ensuit un régime qu'il appelle le régime de 1982, qui est une période avec une relative ouverture à quelques réfugiés, essentiellement vietnamiens et cambodgiens, essentiellement vietnamiens en fait, et une période d'amélioration des droits des résidents étrangers, c'est-à-dire d'amélioration des droits des anciens sujets coloniaux. Et le régime qui nous intéresse le plus, celui qui définit aujourd'hui le contexte légal de migration au Japon, c'est le régime de 1990. À la fin des années 80, il y a énormément de débats, énormément de tensions entre les différents ministères japonais pour favoriser ou ne pas favoriser une immigration. Enfin, en fait, il y a un début de pression très fort, de demande de main-d'œuvre extrêmement fort. Et donc, il va falloir trouver une solution, un compromis entre les différents acteurs qui aboutit à la loi de 1989 qui entre en vigueur en 1990. Et donc, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est effectivement cette loi va ouvrir des portes aux travailleurs qualifiés. Okay, on crée 14 catégories de visas pour travailleurs qualifiés. Ça ne crée pas de gros débats dans la population. C'est relativement acceptable. Mais en fait, ce qui est plus intéressant, c'est qu'à partir de cette loi, sont mises en place ce que les chercheurs japonais ont qualifié de portes dérobées ou de portes de côté ou de portes arrière. C'est traduit un petit peu différemment. Et ce sont ces portes dérobées qui permettent l'entrée de travailleurs non qualifiés. Alors, ces portes de côté, ça permet d'avoir un compromis entre le besoin de main-d'œuvre d'une part, et la supposée opinion publique japonaise qui est souvent mal évaluée et qui serait a priori défavorable à l'immigration. Mais en fait, du point de vue des défenseurs des droits, des associations d'anciens colonisés, etc., ces portes dérobées sont très clairement source d'exploitation. Enfin, elles peuvent créer des situations favorisant l'exploitation au travail, et elles sont également, du point de vue des démographes en particulier, contre-productives pour un pays qui n'a pas forcément seulement besoin de main-d'œuvre, mais qui a besoin d'une immigration de long terme pour stabiliser le système démographique. Et donc vous avez toute une série de chercheurs, en fait, à côté du monde associatif et militant, vous avez aussi toute une série de chercheurs qui vont commencer à décrire le processus de mise en place non seulement de portes dérobées à partir de la loi qui entre en vigueur en 1990, mais aussi à partir d'autres lois ou d'autres formes de tolérance. Alors voici la liste de ces portes dérobées. Atsushi Kondo n'en définit que 3, donc le chercheur que j'ai mentionné juste avant n'en définit que 3, mais peu à peu, d'autres chercheurs en ont ajouté d'autres. Et donc, je vais un petit peu prendre le temps de vous décrire cela. Donc, vous avez une première porte dérobée qui est créée par la loi de 1990, qui est celle qui va permettre aux descendants de la diaspora, ou d'ailleurs à la première génération, s'ils sont encore désireux de revenir et s'ils ont perdu la nationalité japonaise, de revenir. Alors, en quoi c'est pas une politique d'immigration? En quoi ça permet au Japon de dire qu'il n'est pas un pays d'immigration, qu'il ne favorise pas l'immigration? C'est qu'en fait, ce permis particulier créé pour les descendants de la diaspora est présenté comme un moyen pour la diaspora japonaise de reprendre contact avec le pays des ancêtres. Étant donné que c'est un visa de long terme qui peut aller jusqu'à 3 ans, renouvelable, au passage, on leur permet de travailler.
Et en fait, c'est très clairement pour travailler, surtout que c'est une période dans les années 90 où les économies sud-américaines, la plupart viennent d'Amérique du Sud, ne vont pas forcément très bien. Et donc, il y a un fort système d'appel, d'air, et beaucoup vont venir travailler au Japon. Et quand je vous disais que la relation à la diaspora par rapport à d'autres pays qui essayent de valoriser de valoriser leur diaspora, là, très clairement, il y a un processus de paupérisation qui a été assez bien décrit par les chercheurs japonais, de paupérisation de cette population d'origine japonaise qu'on appelle les Nikkeijin. La deuxième porte dérobée, c'est les étudiants. Dans la loi de 1990, les étudiants, alors bien sûr, c'est évident que le Japon souhaite entrer dans cette compétition internationale pour les étudiants de troisième cycle. D'ailleurs, le Japon, qui voit sa population diminuer, en particulier le nombre de jeunes diminuer, et qui a un système universitaire essentiellement privé, voit un certain nombre de petites universités survivre grâce aux étudiants étrangers. Donc, bien sûr, il y a un intérêt à attirer des étudiants autres que l'intérêt de la main-d'œuvre, mais le fait est que les étudiants, depuis 1990, peuvent travailler 28 heures par semaine, que la plupart ont cette autorisation de travail très facilement et immédiatement à leur arrivée. Et donc, ça fait longtemps que les Japonais se sont habitués à voir les étudiants travailler dans les secteurs de la distribution et de la restauration. Juste quelques années après, en 1993, une autre porte dérobée est créée par la création du programme d'apprentissage, ou bien le programme de stagiaires et d'apprentis, qui est, comme je le disais en introduction, un programme qui ne relève pas, et qui ne relève toujours pas aujourd'hui de la politique d'immigration, mais qui relève de l'aide au développement. Donc il s'agit de faire venir des personnes pour les former et pour favoriser le transfert de savoir-faire et de qualification vers les pays en développement. La réalité, c'est que et c'est un programme qui a été critiqué dès le début, qui continue à être très critiqué à l'extérieur du Japon et au Japon, parce qu'il n'y a pas forcément une réelle formation qui est proposée. Il y a eu énormément d'abus en termes de droit du travail, etc. Donc ça, c'est la troisième porte. La quatrième porte qui est évoquée, qui est aujourd'hui un petit peu moins vraie, c'est la porte du séjour irrégulier. Il y a une forte tolérance dans les années 90, avant que la situation soit resserrée au début des années 2000. Mais voilà, il y avait une importante population en situation irrégulière dans les années 90 qui n'était pas du tout stigmatisée jusqu'au début des années 2000. Par ailleurs, un certain nombre de travailleurs temporaires arrivent via les accords de libre-échange, donc libre-échange avec l'Indonésie, avec les Philippines, avec le Vietnam. Et donc ce sont des accords de libre-échange dont une partie des accords parle de la migration de travail dans le secteur du soin à la personne, donc des infirmières, etc. Et là, à nouveau, le discours officiel du gouvernement, c'est de dire il ne s'agit pas d'importer une main-d'œuvre étrangère, il s'agit de faire plaisir aux pays avec qui on passe des accords de libre-échange et qui sont en demande de pouvoir envoyer leurs travailleurs en formation au Japon. Donc voilà, ce n'est pas présenté comme une politique d'immigration, et le Japon, le gouvernement japonais se défend de vouloir favoriser l'immigration de travail. Et une dernière catégorie qui est un peu, en fait, c'est le sujet de recherche qui m'a occupée pendant de longues années, qui est la migration par le mariage, et qui est intéressante. Alors, elle est rarement considérée comme une des portes dérobées, mais en fait, c'est une catégorie de migration qui est intéressante parce qu'elle permet de voir comment ce n'est pas seulement au niveau national, au niveau de l'État et du gouvernement, qu'on essaye de créer des portes dérobées pour permettre de faire entrer de la population moins qualifiée, sans le dire officiellement devant une population qui est soi-disant hostile à cette immigration, mais c'est aussi un contournement de
de la régulation de l'immigration qui se fait au niveau local. Et donc, en fait, un phénomène assez peu connu, mais qui existe aussi à Taïwan ou en Corée du Sud, c'est cette volonté des autorités locales à favoriser en mettant en place des aides financières, voilà, un certain nombre de mesures locales pour favoriser les mariages transnationaux. Et voilà, et entre autres, favoriser ces mariages, c'est pas seulement pour permettre, pour l'essentiel, à des hommes de trouver leur moitié, mais c'est aussi permettre de stabiliser les communautés locales, permettre qu'il y ait voilà, des enfants ou bien des personnes migrantes qui vont prendre en charge les parents âgés ou les époux âgés, etc. Donc il y a une forme de travail derrière cette migration par le mariage. Je pense que je vais passer ça pour ne pas être trop long, mais c'était pour vous donner un aperçu de l'idée de l'importance de ces portes dérobées par rapport à l'ensemble des résidents étrangers qui travaillent au Japon. Et voilà, donc si vous prenez... je suis désolée, je ne vais peut-être pas vous laisser le temps de regarder ce graphique extrêmement complexe, mais en fait, plus de la moitié des résidents étrangers au Japon qui travaillent ne sont pas officiellement considérés comme une immigration de travail. Voilà, c'est un peu ce que je voulais résumer. Alors, où en est le Japon aujourd'hui? On en parle beaucoup enfin, on en parle beaucoup quand on s'y intéresse, on le voit beaucoup dans la presse aujourd'hui, à savoir qu'on a l'impression que le Japon passe une nouvelle étape et s'oriente vers une volonté de se normaliser, si on veut, si on considère que c'est une exception, mais en tout cas qu'il y a une accélération des réformes et des créations de nouveaux statuts de résidence, de nouveaux statuts de résidents de travail, de nouveaux statuts de travail, enfin, je ne sais plus dans quel sens on le dit, qui se serait accéléré à la fin des années 2000 et au début des années 2010, enfin en cours des années 2010, et qu'on aboutirait même à une vraie ouverture, enfin, et une vraie reconnaissance du fait que le Japon a besoin d'immigration et que le Japon va mettre en place les politiques nécessaires pour cela. Alors c'est là que moi je n'ai pas tout à fait cette lecture des débats politiques et des mesures et des réformes politiques qui ont eu lieu au cours de ces années. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé en particulier? Il s'est passé que là en 2019 a été créé un nouveau statut qui s'appelle le statut compétence spéciale. Mais voilà, un nouveau statut qui s'appelle compétence spéciale et qui est un statut qui permet dans 14 secteurs en tension de faire venir des personnes pour 5 ans maximum, sans regroupement familial possible et avec l'obligation de passer un test de japonais et un test de qualification avant l'arrivée. Alors les personnes qui étaient dans le programme, dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'aide au développement, donc qui avaient déjà éventuellement passé 3, 4, 5 ans comme apprentis au Japon, sont exemptées de ces examens et peuvent passer d'un statut d'apprenti à un statut de compétences spéciales. Mais vous voyez, en fait, pour l'essentiel, on n'est pas dans ce qu'on considère être une immigration de long terme. Il y a toujours cette limite des 5 ans. Il n'y a pas de regroupement familial, ce qui est quand même une des principales obstacles à l'installation de long terme pour un certain nombre de personnes. Alors, il y a juste une petite exception pour 2 secteurs d'activité qui sont la construction et la construction navale, où là, il n'y a pas de limite de temps et le regroupement familial est possible et il n'y a pas d'obligation de parler japonais. Donc, il y a juste une petite exception là. Et je pense que, alors effectivement, je vais vous montrer l'image qui a tellement circulé dans les médias. Le débat autour de cette nouvelle réforme de 2019 a enflammé la diète japonaise. Il y a eu également des manifestations de mouvements anti-immigration dans la rue. Et donc, il y a eu une tentative de blocage du vote. Donc c'est un débat qui a complètement enflammé avec ce sentiment que cette nouvelle petite exception de 2 secteurs où il n'y avait plus de limite de temps, où on pouvait autoriser le regroupement familial, était le début vers un vrai changement politique. Donc, pardon.
le début vers un vrai changement politique et donc une période où on aurait effectivement une réelle ouverture des portes à une immigration non seulement qualifiée, mais également une immigration moins qualifiée qui continue d'être présentée comme quelque chose qui n'est pas souhaitable pour le Japon. Et donc, juste parce que je n'avais pas précisé ça dans la slide précédente, donc c'est une politique que Shinzo Abe, donc au gouvernement depuis 2012, qui vient juste de quitter qui vient juste de finir son mandat de Premier ministre, que Shinzo Abe, il a préparé ça pendant 2-3 années avant 2019, et il a systématiquement rappelé qu'il ne s'agirait pas d'une politique d'immigration, et qu'il s'agirait de continuer à mettre en place une politique favorisant un système de rotation de la main-d'œuvre étrangère. Donc, malgré toute la presse, les observateurs étrangers qui ont aussi questionné le fait qu'on arrivait peut-être enfin à une phase révolutionnaire dans la politique migratoire du Japon, je ne suis pas si sûre. Hein, par rapport aux propositions, en fait, il y a eu une fenêtre un peu d'espoir pour les pro-immigration au Japon, qui était la fenêtre 2008-2009, où pendant cette petite période, même un certain nombre d'hommes politiques du principal parti politique, qui est le parti politique aussi de Shinzo Abe, même eux avaient proposé une politique d'ouverture plus ambitieuse, qui a été vite oubliée dès que Shinzo Abe est arrivé au gouvernement. Et en fait, ce qu'on observe, qu'est-ce que c'est ? Ce qu'on observe depuis 2012, depuis l'arrivée de Shinzo Abe, c'est une augmentation des entrées via le statut d'apprenti, plus 25% entre 2019 et 2020. Il y a une augmentation très rapide de ce statut d'apprenti, hein, et la mise en place de ce nouveau visa qui continue à être avant tout une immigration qui vise avant tout à accepter une immigration j'aime pas le mot non qualifiée, mais moins qualifiée, de manière temporaire, avec une limite de 5 ans. Et puis, donc j'en arrive à ma deuxième partie, ça va, bof, il reste un quart d'heure, je pense. Et puis surtout, dans tout ce qui a été mis en place depuis 2012 avec Shinzo Abe, on se rend compte que toutes les mesures en faveur de l'autre aspect de la politique migratoire, à savoir l'accueil, la protection, les conditions de vie des résidents étrangers, a été complètement oubliée. Alors qu'en 2008, on commençait à avoir des propositions un peu novatrices pour prendre en compte cet aspect de la politique migratoire. Là, il n'y a plus rien du tout, en fait, dans les politiques proposées là par Shinzo Abe. Il n'y a absolument rien sur la mise en place de l'accueil des résidents étrangers. Alors, j'en arrive à ma deuxième partie, à savoir, le Japon n'est pas un pays d'immigration. Affirmer cette affirmation, ça a forcément un impact en termes de politique d'intégration et en termes de lutte contre les discriminations et les discours de haine. Donc je ne vais pas discuter le terme d'intégration, hein. Il est pratique, donc on va le prendre comme il est, tout le monde le comprend. Donc très clairement, au Japon, la politique d'accueil, la politique d'intégration, elle est complètement déléguée aux autorités locales. Il n'y a pas de politique nationale d'intégration, il n'y en a pas. En 2006, vous avez un document proposé par le ministère des Affaires intérieures et de la Communication, le MIC, qui est en fait un document qui est en réalité le résultat d'un long plaidoyer des autorités locales, qui sont les villes, un groupe de villes qui accueillent un très grand nombre de migrants étrangers, essentiellement des Sud-Américains d'origine japonaise. Donc ils proposent un document qu'ils appellent donc document pour la promotion de la coexistence interculturelle, et tout un système de bonnes pratiques qui est réécrit en 2017, il n'y a pas longtemps, mais qui à nouveau propose des solutions, met en commun des bonnes pratiques pour les appliquer au niveau local. Ce sont des propositions pour les autorités locales, et ce n'est pas le gouvernement central qui non seulement finance, mais organise, applique ce genre de bonnes pratiques. Alors, là, il y a une sorte de paradoxe, parce que vous allez dire, mais ça doit être l'horreur pour les résidents étrangers. En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est que, effectivement, les autorités locales
ont mis en place des politiques d'accueil et de ce qu'ils appellent de coexistence interculturelle, de prise en charge de l'interculturalité ou de la multiculturalité, de manière parfois extrêmement engagée, parfois de manière juste pragmatique, mais qui fonctionne bien. Ce qui fait que, par exemple, vous pouvez être étonné de voir que dans un très grand nombre de villes, vous allez à l'hôpital, tous les documents sont proposés dans plein de langues. Vous allez à la mairie, vous faire enregistrer pour votre statut de résident, vous avez les documents dans plein de langues. Donc ça peut créer un sentiment de paradoxe par rapport au fait qu'on critique systématiquement le Japon sur de ne pas avoir mis en place de politique d'intégration. Alors, le fait est que vous avez effectivement des villes, soit des villes qui connaissent une longue tradition de défense des droits des minorités, alors minorités japonaises ou minorités étrangères, en particulier les Coréens et les Chinois des anciennes colonies. Et vous avez aussi des villes qui ont accueilli mais un nombre impressionnant de Sud-Américains autour de Toyota, en fait toute la région très industrielle autour de Nagoya. Et donc dans ces villes-là, ce qui s'est passé dès les années 80, donc avant même la loi de 1990, c'est que dans ces villes-là, ils ont utilisé une politique qui était largement financée par le gouvernement, qui était une politique en faveur de l'internationalisation, donc qui était normalement une politique pour développer les relations internationales, et ils ont utilisé ces enveloppes pour mieux accueillir les résidents étrangers, mettre en place des cours de japonais, enfin je sais pas, tout ce qui relève de l'aide à l'installation de ces résidents étrangers. Et donc ces villes-là font un énorme plaidoyer pour essayer que la politique passe au niveau national. Ce sont également les mêmes villes, il y a eu une montée des manifestations xénophobes à partir de 2013 au Japon. Ce sont également ces villes qui ont fait tout un travail, avec des associations bien sûr, tout un travail de plaidoyer auprès du gouvernement central pour obtenir en 2016 une loi de lutte contre les discours d'appel à la haine, mais c'est une loi qui est non contraignante, donc il n'y a pas de pénalisation en fait. Alors qu'au niveau local, par exemple dans la ville de Kawasaki, vous avez la mise en place de pénalités pour les appels à la haine visant les étrangers. La lutte reste difficile pour tout ce qui est la question des droits des étrangers, donc l'exploitation au travail, je l'ai évoqué, c'est vraiment très long pour faire changer, même si ça change, mais faire changer ce système d'apprentis au Japon où il y a eu des cas d'exploitation au travail vraiment très nombreux. Le processus pour faire changer ça est extrêmement lent. Vous avez un certain nombre de droits qui sont largement bafoués. Alors vous voyez bien sûr pas de regroupement familial, alors bon, voilà, si les gens le savent avant de venir, effectivement, mais tout ce qui est regroupement familial est compliqué. Par exemple, les enfants étrangers, les enfants de résidents étrangers ne font pas partie de l'obligation d'enseignement. Les Japonais sont obligatoirement scolarisés. Ce n'est pas le cas des enfants des résidents étrangers. La question de l'enfermement, par exemple, tout ce qui est centre de rétention au Japon, il n'y a pas de temps limite, comme dans tous les pays européens. Vous avez quand même un temps limite où à un moment vous faites ressortir les personnes si vous n'avez pas pu les renvoyer dans leur pays. Au Japon, il n'y en a pas et il y a beaucoup de demandeurs d'asile déboutés du droit d'asile qui sont enfermés, qui peuvent être enfermés 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça peut être extrêmement long. Alors, pour en arriver à ma dernière partie, comment expliquer cette exception japonaise ? Effectivement, on a tendance, et je fais d'ailleurs référence au dernier article d'Hélène sur ces questions-là, on a souvent tendance, quand on essaye de comparer, à comparer essentiellement avec les autres démocraties libérales. Il y a un prisme, une façon d'essayer d'expliquer le Japon en regardant ce qui se passe dans les autres démocraties libérales, et en particulier avec les pays d'Amérique du Nord et d'Europe, et avec le sentiment qu'il y a une bizarrerie dans la situation japonaise, parce que d'une part, un des facteurs classiques
pro-immigration, c'est une des façons d'analyser la situation, enfin les débats politiques autour des migrations, c'est de regarder le rôle des groupes d'intérêt. Or, au Japon, vous avez un monde patronal qui devrait normalement être en faveur de l'immigration, étant donné les besoins en main-d'œuvre exacerbés au Japon. Et ce monde patronal est extrêmement bien organisé au Japon. Donc là, on a un groupe d'intérêt qui pourrait clairement faire fortement pression sur le gouvernement en faveur d'une politique plus extensive, une politique d'immigration plus extensive. Or, ce n'est pas le cas, et quand les chercheurs font même des entretiens avec ces acteurs du monde patronal, beaucoup soutiennent en fait la politique de migration extrêmement stricte. Le deuxième élément, c'est le rôle de l'internationalisation des normes et des droits humains. Et donc là, à nouveau, il y a une forme de paradoxe parce que le gouvernement japonais prend généralement très très au sérieux ses obligations dans la communauté internationale, prend relativement au sérieux son image dans la communauté internationale comme pays qui prend ses responsabilités. Et pourtant, vous avez vu les chiffres d'accueil du nombre de réfugiés qui est incroyablement bas. Donc là, c'est comme si le Japon considérait que son image en termes d'accueil des réfugiés n'était pas très important. Donc, comment expliquer cette espèce d'exception japonaise par rapport à ce qu'on peut observer dans d'autres pays en termes des facteurs qui pourraient favoriser une immigration plus importante et aussi un plus grand respect des droits des migrants? Alors bien sûr, on ne peut pas balayer d'un revers de main la question du facteur culturel, même si il peut être extrêmement... Et d'ailleurs, il est très très débattu même au Japon, mais de manière... dans les débats, de manière évidente, ce facteur culturel, c'est-à-dire l'idée que le Japon... abrite un peuple homogène ethno-culturellement, un peuple dont l'homogénéité rend l'accueil des étrangers particulièrement difficile, c'est quelque chose qui a une forme d'obsession, qui est rappelé régulièrement. Donc c'est un élément important dans les débats politiques. Voilà, on ne peut pas oublier donc, dans toute cette construction d'une spécificité japonaise, on ne peut pas oublier que le Japon est une île, que le Japon a été fermé pendant 2 siècles, mais est-ce que c'est vraiment si important? En fait, ce que les chercheurs montrent surtout, des chercheurs tels que Oguma Eiji ou Tessa Maurice Suzuki, ou John Lie aux États-Unis, c'est qu'en fait, c'est un mythe qui est complètement construit dans l'après-Deuxième Guerre mondiale. C'est pas du tout... Enfin, la force de cet argument-là, il est construit dans l'après-Deuxième Guerre mondiale, avec un boom des études sur la spécificité des Japonais, qui a été d'ailleurs alimenté aussi bien par des chercheurs étrangers que par les chercheurs japonais eux-mêmes. Et donc, cette idée d'une spécificité japonaise est complètement construite. Alors, John Lie, mais je pourrais vous donner la bibliographie par la suite, à cette remarque très intéressante, en fait, il ajoute au côté ethno-racial un côté très social, classe sociale, où il explique qu'en fait, ce qui a été construit dans l'après-Deuxième Guerre mondiale, c'est aussi l'idée que la spécificité japonaise, c'est d'avoir une société de classe moyenne très généralisée, avec une toute petite élite. Je ne sais pas si vous avez étudié ça au lycée, mais cette espèce de forme d'œuf de la société japonaise, une toute petite élite, très peu de classes sociales pauvres et non privilégiées, et une grosse classe sociale. Et que, en fait, l'immigration, les travailleurs migrants étrangers, c'est la classe dangereuse. C'est ceux qui viennent remettre en question cette sorte de société idéale de classe moyenne japonaise. Et d'où aussi tous les discours où on prend l'Occident comme exemple du fait qu'accepter une forte immigration, c'est un facteur d'instabilité sociale et que le Japon doit défendre sa spécificité qui est la très forte stabilité sociale. Bon, aujourd'hui, c'est largement remis en question. Le taux de paupérisation au Japon est très élevé et beaucoup plus reconnu qu'autrefois. Le deuxième élément important, c'est l'héritage de l'époque impériale et de la guerre froide.
voilà, je vous l'ai montré déjà un petit peu tout à l'heure en vous faisant l'historique des régimes de politique migratoire. Tout est mis en place, cette politique migratoire, elle est largement mise en place dans un contexte de guerre froide en Asie. On n'a pas du tout le même contexte qu'en Europe, en tout cas, où l'après-Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même, voilà, avec l'Allemagne, aussi un moment de rapprochement avec les pays limitrophes. Là, il y a une sorte, toute la tension de l'époque coloniale, elle est comme gelée par la guerre froide, et donc tout le dialogue avec les Coréens qui vivent au Japon est également tendu par cette période de guerre froide très longue, ou avec les Chinois, les résidents chinois également. Et donc, il ne faut pas oublier ça, parce que ça permet d'expliquer aussi pourquoi encore aujourd'hui, comme le disait dans ma citation en tout début, pourquoi le Japon a un problème avec sa 4e génération d'immigrés, à savoir que tout le dialogue post-colonial de mémoire, de rapprochement des peuples, ne s'est pas fait, et qu'on a encore un gouvernement avec Shinzo Abe qui refuse de reconnaître un certain nombre d'éléments de tension entre la Corée et le Japon. Donc ça, c'est toujours présent, c'est toujours très très présent au Japon et dans la région. D'autre part, il ne faut pas oublier les tensions militaires régionales qui restent extrêmement importantes. On n'est pas dans une situation apaisée comme dans d'autres régions du monde. Il y a toujours les tensions ou les pressions militaires très fortes du fait de la Corée du Nord et des envois réguliers de missiles orientés vers le Japon. Le fait aussi que la Chine soit dans une situation de course à l'armement, la présence américaine qui reste forte dans la région. Et donc, comme le rappelle par exemple Holyfield et d'autres, la politique... accepter, malgré les coûts que ça apporte, accepter une politique immigratoire relativement extensive, c'est difficile quand l'intégration régionale n'est pas là, et c'est difficile quand il y a une tension avec les pays qui sont potentiellement les pays qui vont vous envoyer cette main-d'œuvre, cette immigration. Quatrième élément, qui est tout un questionnement qui est vraiment intéressant, c'est cette question de la moindre pression du droit international au Japon. Bien sûr, le Japon va systématiquement éviter d'être en violation directe avec le droit international, bien sûr, mais c'est vrai que par rapport aux pays occidentaux, et en particulier par rapport aux pays européens, le Japon ne fait pas partie d'institutions régionales qui peuvent être plus contraignantes ou qui peuvent observer plus ce qui se passe au Japon. Et donc, il y a quand même une forme de relative distance ou de moindre pression des normes internationales en termes de reconnaissance des droits des migrants au Japon qu'ailleurs. Et alors un exemple qui est tout à fait qui illustre très bien cela, c'est à nouveau la question de ce programme d'apprentis et de stagiaires dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui est extrêmement critiqué. En fait, ça fait des années et des années que le Japon est très mal classé par une sorte de rapport américain que le Department of State publie tous les ans, où il classe les pays en fonction du travail qu'ils accomplissent en faveur de la lutte contre la traite des êtres humains. Et le Japon est systématiquement très mal classé. Au point qu'en 2013, il y a un des grands militants pro-droit des étrangers qui s'appelle Tori Pei, qui s'est vu décerner le titre de héros de la lutte contre le trafic des êtres humains par les États-Unis en 2013. Et en fait, où je veux en arriver, c'est que malgré toutes ces évaluations systématiquement négatives, vous avez bien sûr des espèces de délégations de l'ONU ou américaines qui viennent faire des rapports sur la situation au Japon. Et malgré toutes ces critiques-là, eh ben, on a l'impression que ça ne touche pas le gouvernement japonais. Ils considèrent que ces critiques ne sont pas importantes, elles sont extérieures, et que les gens ne comprennent rien au système, au choix politique japonais. Autre
autre élément, il y en a plus que deux, autre élément que je voulais souligner, c'est la question de l'héritage des mouvements sociaux. Alors, c'est ce que met en valeur Erin Chong dans son dernier ouvrage de 2020, où, comme je le disais tout à l'heure, elle dit, bon, des fois, pour mieux comprendre la spécificité ou la non-spécificité ou l'exceptionnalité d'un pays, c'est peut-être mieux de comparer avec des pays plus proches. Et donc, elle compare avec Taïwan et avec la Corée du Sud. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que la Corée du Sud évolue beaucoup plus rapidement en faveur de la protection des droits des étrangers que le Japon. Donc là, ça devient assez intéressant. Et donc, elle dit, un des facteurs pour essayer d'expliquer ça, c'est un facteur méso, donc on quitte un peu tout ce que je vous ai présenté, un peu macro, ou peut-être pas le facteur culturel, mais les autres qui sont un petit peu macro, régionaux, internationaux. Et elle dit, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'aller voir comment l'héritage des mouvements sociaux, ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire tous les combats précédents dans ces pays-là en faveur de l'inclusion de minorités, en faveur de l'inclusion des plus marginaux dans la société, comment ces mouvements précédents vont expliquer l'évolution ou non des politiques d'intégration, des politiques d'accueil ou de défense des droits des étrangers. Et effectivement, quand on regarde au Japon qui sont les acteurs très engagés, alors vous avez les autorités locales, hein, je les ai déjà évoquées, qui sont importantes, mais vous avez aussi en fait l'essentiel des militants, hein, encore plus militants que les autorités locales, qui sont vraiment militants. Vous avez des réseaux, des associations de Coréens, qui restent encore aujourd'hui, vous l'imaginez, relativement marginales. Voilà. Vous avez des associations religieuses protestantes ou catholiques. Pareil, c'est quand même des associations relativement marginales au Japon, hein, qui a longtemps combattu d'ailleurs les religions dites occidentales. Et puis, vous avez des associations héritées des mouvements des années 1970. Or, les mouvements des années 1970 au Japon, contrairement à l'héritage qu'on peut en avoir en France, ont été complètement dévalorisés, voire démonisés. Hein, c'est les gardes rouges japonais. Et donc, il y a vraiment, dans les générations suivantes, un sentiment de danger à l'égard de ces mouvements qui peuvent expliquer qu'ils n'ont pas un impact fort dans le débat politique sur les migrations. Et puis, voilà, pour le dernier élément, c'est qu'on n'est plus à la même époque. On compare tout le temps avec l'Allemagne en disant mais le Japon n'aura pas le choix non plus, le Japon va devoir se reconnaître comme pays d'immigration. En fait, on n'est plus dans le même contexte. Aujourd'hui, le contexte, c'est aussi un contexte régional où se met en place un marché des travailleurs migrants, à savoir que les pays d'envoi sont aussi relativement satisfaits de pouvoir envoyer une immigration de manière temporaire, parce qu'autour de ça, vous avez plein d'acteurs qui sont relativement intéressés à organiser cette rotation de la main-d'œuvre, donc le contexte n'est plus du tout le même. Voilà, je vais peut-être éviter de conclure sur cette question que j'avais proposée de voir comment le Japon peut être un modèle quand on décide de ne pas régler les transformations démographiques par l'immigration, de ne pas faire le choix de la politique d'immigration de remplacement, mais de faire un autre choix. Mais je vais plutôt conclure là-dessus, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout évident que le Japon s'oriente vers une politique favorisant l'immigration de remplacement, vers une politique d'intégration des étrangers, comme cela peut sembler inévitable, et qu'au contraire, le contexte de sécurité régionale en Asie et le contexte d'organisation du marché de la main-d'œuvre, à nouveau très fortement organisé en Asie, peut expliquer que le Japon continue sa route telle qu'il l'a fait en s'estimant ne pas être un pays d'immigration. Merci beaucoup. Merci infiniment, vraiment, pour ces deux exposés passionnants. Et on devine aussi toute la somme de connaissances, de familiarisation, d'apprentissage des langues, de la civilisation que ça suppose. Hélène, vous êtes diplômée de l'INALCO, hein, des langues zo. Et bon, il faut quand même, pour pénétrer la société japonaise, avoir un solide bagage. Hélène Thiollet a passé des années dans les pays anglo-saxons, elle est parfaitement bilingue. Enfin, voilà, il y a aussi toutes ces qualifications qui sont nécessaires. Alors, je vais commencer par poser une question à Hélène. Hélène, tu m'as un peu secoué là, parce que et pour être pleinement convaincu par le fait que le récit classique
n'est-ce pas, de la migration dans les pays du Golfe, migration de travail, migration tournante, migration faite pour empêcher toute dérive vers le peuplement, vers l'installation d'une seconde génération, etc. Moi, j'ai quand même besoin un peu de quelques données démographiques, de quelques faits. Alors, j'avais regardé la durée de séjour moyenne dans les pays du Golfe, et c'est vrai que, d'après ce que j'ai vu, c'est de l'ordre de 6-7 ans, ce qui commence à faire beaucoup, ce qui effectivement nous met sur la marge d'une évolution vers une inscription dans la durée. Et je voudrais savoir si on a des éléments, en tout cas pour certains pays ou certains types de migration, certaines qualifications de dérogation ou qui nous conduiraient effectivement vers une migration d'installation plus durable sur 2 générations. Est-ce qu'on a des éléments là-dessus qui nous permettraient de remettre en cause le récit classique? Ça, c'est la question que je te poserai. Et puis, à Hélène Lebaille, j'ai une autre question. C'est vrai que bon, moi, je trouve que c'est assez étrange, mais mes 2 derniers livres ont été traduits en japonais. Ils ont attiré l'attention du Japon et j'ai dû faire des préfaces spéciales pour le public japonais. Et j'ai regardé un petit peu, évidemment, ce qui se passe. Et bien sûr, une de mes grandes sources d'information, ça a été le numéro de la revue Hommes et Migration que vous avez coordonné et qui est un numéro passionnant pour les Français qui essaient de comprendre ce qui se passe. Puis bon, je suis allé sur place aussi un peu, mais c'était forcément très superficiel. Le paradoxe chez le Japon, c'est qu'il a brassé les populations, expédié des millions de personnes dans un vaste cercle autour du Pacifique. Il a rapatrié ensuite des Japonais sur le sol, etc. Enfin, pendant toute la période, je dirais, militariste et impérialiste, ça a été un grand déplaceur de population. Et le contraste est saisissant avec maintenant cette volonté, dans les discours en tout cas, de fixer les choses. Donc, mais en même temps, c'est comme c'est un pays qui ne regarde pas son passé, qui s'interdit complètement d'évaluer son passé. Enfin, nous, on a déjà du mal à le faire. Dès qu'on commence à le faire un peu, il y a 10 intellectuels parisiens qui hurlent à la repentance. Au Japon, on a l'impression que qu'il n'y en a pas 10, mais qu'il y en a 1000 ou 10 000. Voilà, donc je voulais savoir quand même s'il n'y avait pas, vous les avez cités, tout un mouvement intellectuel, savant, associatif, etc., qui est en train quand même de faire bouger les choses, ne serait-ce que parce que la migration elle-même, finalement, finit quand même par s'installer un peu par la force des choses. Enfin, il y a la dénégation va-t-elle pouvoir durer longtemps? Vous semblez penser que non. Voilà, on aimerait... moi, c'est mon côté un peu démographique et matérialiste. Je vois des lames de fond et je voudrais avoir un peu plus de données sur l'ampleur prise par l'immigration, sur l'installation dans une seconde génération. Et là, du coup, ma question à Hélène Lebaille rejoint un peu ma question à Hélène Thiollet. Je vais peut-être présenter juste quelques données démographiques. En fait, il y a une réponse assez simple, c'est que on n'a longtemps pas eu de données sur par exemple sur la répartition par âge de la population immigrée dans les monarchies du Golfe. Mais on en a aujourd'hui un peu plus, notamment parce que les monarchies du Golfe se sont dotées d'appareils statistiques un peu plus efficaces dans le cadre de cette quête du contrôle, qui passe aussi, comme dirait Michel Foucault, par la maîtrise des chiffres et de la statistique d'État. Et donc, ce qu'on voit, par exemple, en Arabie Saoudite, alors c'est un peu malhonnête de ma part, parce que l'Arabie Saoudite est le cas sur lequel je travaille le plus, est le cas dans lequel la population étrangère, qui représente un peu plus d'un tiers, enfin à peu près un tiers de la population, il y a 30 millions de personnes environ en Arabie Saoudite, 10 millions, enfin
33 et 12 millions d'étrangers, donc on est à un tiers. Dans d'autres pays, on le sait, c'est plutôt 80% de la population qui est étrangère, par exemple au Qatar ou aux Émirats. Donc l'Arabie Saoudite est plus intéressante parce que d'abord, ce sont des chiffres très importants. C'est le pays le plus peuplé, donc de fait, même si la proportion n'est que d'un tiers par rapport à 80%, ça fait quand même plus de gens que dans des toutes petites monarchies. Donc ce qu'on voit sur ce graphe, par exemple, c'est que dans les années 2000... c'est la pyramide des âges des immigrés. Des immigrés, hein. Pardon. Oui, donc c'est la pyramide des âges des immigrés. Je ne sais pas si on peut le mettre... Vous voulez que je le fasse en mode diaporama? Voilà. Voilà. Donc là, c'est la population immigrée. Donc vous voyez, classiquement, on a une surreprésentation de la population active. Hein. C'est le cas dans la démographie mondiale, la démographie des immigrés. Il y a plus de personnes en âge de travailler. Bon, mais il n'y a pas d'enfants. Voilà. Donc, soit les Gastarbeiter sont des très petits Gastarbeiter, soit les travailleurs étrangers ont des enfants. Ou alors ils sont venus avec leurs enfants. Donc à partir du moment où on a cette pyramide, déjà, on ne peut pas dire, comme nous le disent les autorités saoudiennes, et là je rejoins totalement Hélène Le Bail, les deux Hélènes se confondent. J'utilise souvent des citations qui sont ce que j'ai appelé dans la présentation le déni d'immigration. Quand je commence ces entretiens avec des officiels du ministère du Travail ou du ministère de l'Intérieur ou des Affaires sociales, c'est « Merci mademoiselle de ne pas utiliser le terme immigration. Il n'y a pas d'immigration en Arabie Saoudite, il n'y a pas d'immigrés. Vous pouvez utiliser le terme travailleur étranger, travailleur temporaire sur contrat, etc. » Alors, il y a plein de raisons à ça. Aussi parce que, de manière totalement machiavélique, j'utilise toujours le terme muhajirin, qui en arabe, traduit littéralement immigré, mais qui, la racine hijra, a une connotation, on va dire une symbolique religieuse, le voyage du prophète, etc., et connote très très fortement positivement l'arrivée et l'installation d'une personne. Donc on me dit d'utiliser muhtaribin, expatrié, ou carrément le terme travailleur qui, par une sorte de métonymie, veut dire travailleur étranger. Bon. Mais on le voit ici, il y a des enfants, il y a des secondes générations, des troisièmes générations, des quatrièmes générations, des 20e générations en Arabie Saoudite. Et ça, c'est ce que démontrent à la fois les statistiques aujourd'hui, les statistiques démographiques et la durée de résidence, mais aussi le travail qualitatif fait par des collègues qui font des travaux ethnographiques. Alors, pas en Arabie Saoudite. À ce stade, je pense qu'il y a que moi, qu'une autre personne et moi qui ont fait du travail ethnographique, mais beaucoup dans les Émirats arabes unis. Il y a eu beaucoup de travaux ethnographiques sur les communautés indiennes. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ça n'existe pas, les enfants, les jeunes générations? Mais parce qu'en fait, on a beaucoup adopté le discours des autorités saoudiennes ou dans d'autres monarchies du Golfe, et aussi, pour un autre biais qui là est peut-être plus vertueux, c'était aussi une façon pour les experts internationaux ou pour les chercheurs de renforcer la dénonciation de ces États du Golfe comme n'étant pas accueillants, comme ne donnant pas de droits, comme ayant une approche totalement, une approche d'exploitation de la main-d'œuvre. Mais en oblitérant une réalité qui est une réalité extrêmement forte en Arabie Saoudite, mais pas qu'en Arabie Saoudite, qui est celle de l'installation de populations immigrées de longue durée, de la naissance d'enfants étrangers sur ces territoires, qui bien sûr n'acquièrent pas la nationalité, donc se trouvent à 18 ans à devoir, quand ils ne peuvent plus rester sur le permis de résidence de leurs parents, devoir soit quitter le territoire, soit soit sortir puis re-rentrer en tant que travailleurs étrangers, comme s'ils n'avaient jamais vécu dans le pays. Donc il y a en fait des réalités qui sont niées par le droit, mais qui sont aussi d'une certaine façon oblitérées par la recherche. Est-ce qu'il y a un regroupement familial, me demandes-tu, François? Alors, oui, le regroupement familial est possible, pas dans le droit, mais il est possible dans les faits. Et il est possible notamment grâce à cette institution dont j'ai parlé, qui s'appelle la kafala, donc le sponsorship. Pourquoi ?
Parce que si votre garant ou votre sponsor accepte de sponsoriser un permis de résident, un visa, puis un permis de résidence pour votre mari, si vous êtes une femme, ou votre femme, si vous êtes un homme, et vos enfants, voire vos parents, eh bien, ils peuvent venir. Et c'est là où il faut totalement changer notre appréciation de ce qu'est la kafala. Bien sûr, la kafala est un système de rente et d'exploitation, je l'ai dit. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la kafala est aussi un système d'intermédiation qui permet d'opérer, par exemple, du regroupement familial en l'absence de droit au regroupement familial. Donc cette intermédiation, c'est une marge de manœuvre et une marge de négociation qui peut être vecteur d'exploitation, mais qui peut être aussi vecteur d'autonomie et de regroupement familial ou de changement de travail. Pour un travailleur, par exemple, qui ne s'entend pas avec son employeur ou dont l'employeur l'exploite, le kafil, qui n'est pas l'employeur, c'est ça qu'il faut bien comprendre, le kafil est un intermédiaire social. Le kafil peut libérer le migrant de son employeur et lui permettre de changer l'employeur contre l'avis de l'employeur. Donc il faut un peu réévaluer la réalité sociale à laquelle on assiste. De fait, il y a, par exemple, à la fin des années 90, les statistiques que l'on a montrent qu'un tiers des résidents étrangers en Arabie Saoudite a moins de 15 ans. Donc non seulement il y a une population étrangère d'enfants, de non-travailleurs, mais en plus c'est une population étrangère importante. Très bien, merci, c'est tout à fait éclairant. Et oui, je peux peut-être répondre d'ici. Alors peut-être que mon exposé était un petit peu... j'ai peut-être vu un peu plus le côté noir des choses, parce qu'effectivement, vous avez des chercheurs très engagés sur ces questions-là, des groupes, des réseaux d'associations extrêmement engagés dans la défense des droits des étrangers. Mais au regard de l'opinion publique ou de la société civile en général, ils restent assez marginaux. C'est pas la CIMAD, hein, c'est des associations beaucoup plus petites, beaucoup moins reconnues, beaucoup moins visibles. Donc voilà. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que de facto, oui, effectivement, là j'ai peut-être présenté les choses du côté le plus pessimiste, mais de facto, si on prend une autre échelle que l'échelle nationale, si vous allez à Nagoya, si vous allez à Oizumi, dans les quartiers nord de Tokyo, vous avez une présence étrangère qui peut être de 10%, qui peut être parfois de 20% dans certaines villes. Donc tout le travail aussi de ces chercheurs qui ont peut-être fait traduire votre livre et qui vous ont demandé une introduction, c'est aussi d'essayer de montrer au reste de la population japonaise que de facto, le Japon, dans certaines zones du Japon, de facto, c'est un pays d'immigration. Qu'il y a un vrai mélange des populations, que les gens s'installent, etc. Ça, c'est sûr. Mais je pense aussi que mon exposé reflète l'espèce quand même une forme de désespoir qui pointe un peu dans ces réseaux-là, à savoir que 2008-2009, il y a vraiment eu un espoir que la politique change et qu'on accueille mieux et qu'on reconnaisse mieux que le Japon peut changer dans son identité et sa composition, et qu'aujourd'hui, il y a un peu le sentiment que que le moment est passé, qu'on a raté le changement, et que, par exemple, je peux vous donner des exemples très concrets. Par exemple, à Osaka, vous aviez un musée qui s'appelait le Liberty Osaka, et qui était un musée qui mettait en scène toutes les minorités, donc non seulement les groupes issus de l'immigration, mais les populations du nord du Japon, les populations d'Okinawa, les Burakumin, qui étaient un groupe très discriminé au Japon, mais aussi les femmes élevant seules leurs enfants, en fait tous les groupes. Et ce musée a été critiqué par le gouverneur de Osaka et a été fermé il y a quelques années. Ça a été un très gros coup au moral des associations de défense des minorités. Et j'avais une autre question sur le Japon. Pour avoir participé de longues années à la conférence de la population du développement chaque année à New York, aux Nations Unies, évidemment, c'est un lieu où on voit la puissance du Japon comme donateur international, comme donateur d'aide au développement. Il y a un contraste singulier entre la générosité, on peut dire ça, du Japon à l'échelle internationale,
dans l'aide au développement et puis sa fermeture au niveau national. Comment vous expliquez ce contraste? Il y a une façon de compenser d'un côté ce qu'on ne fait pas de l'autre? Ça a souvent été présenté comme ça, à savoir, voilà, il y a énormément d'argent mis dans l'aide au développement. Je pense le HCR, par exemple, le Haut Commissariat aux réfugiés reçoit des dons du Japon qui sont considérables, comme les pays scandinaves. Mais là, à nouveau, donc tout à fait, ça a été analysé comme ça. Le Japon, voilà, paye beaucoup, donne beaucoup d'argent à l'extérieur, mais pas à l'intérieur du Japon. Et donc voilà, ça permet de compenser son image et de prouver sa prise de responsabilité dans les questions internationales d'aide au développement, etc. Mais à nouveau, là en ce moment, il y a un sentiment de recul de la part du Japon. D'abord, le Japon n'est plus la deuxième économie mondiale, donc pourquoi il contribuerait autant? Il y a aussi eu une forte critique à l'intérieur du Japon concernant cette aide, en particulier quand la Chine a commencé à se développer. Il y a un certain nombre de groupes politiques au Japon qui ont critiqué l'aide au développement donnée à la Chine. Et donc avec ce sentiment que tout ce travail, cet argent investi dans l'aide au développement par le Japon n'est pas bien reconnu sur la scène internationale et que finalement ça apporte pas grand-chose à son soft power ni à son image sur la scène internationale. Donc aujourd'hui, à nouveau, il y a un sentiment de retrait de la part du Japon qui vient encore alimenter le sentiment des défenseurs des droits, des pro-migration, que ça avance plus, qu'on est dans une phase de rétraction. Et puis alors une dernière question, c'est que quand on regarde l'histoire de la civilisation japonaise, ses origines, quand même très liées à la Corée, très liées à la Chine, enfin ça fait partie du monde sinisé, il y a un côté un peu périphérique et dérivé dans la culture japonaise par rapport à la centralité de la civilisation chinoise via la Corée. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est intégré dans le récit national, qu'on apprend aux enfants, c'est dans les manuels scolaires, ou c'est quelque chose qui, là aussi, est dénié au nom d'une homogénéité qui serait culturelle et en même temps une espèce de stabilité historique de tout temps? Ça fait partie, non, ça fait, même les programmes, que ce soit les programmes d'histoire ou les programmes de géographie, sont quand même très orientés sur la région Asie. Après, il y a aussi toute cette histoire des livres scolaires et de la censure des livres scolaires. Vous avez effectivement, depuis peut-être 2 décennies, un renouveau de livres scolaires un petit peu plus révisionnistes et qui passent la censure. Donc ça crée des tensions entre les anciens colonisés coréens, chinois et japonais. Hélène, une dernière... Oui, je voulais revenir, en fait, la comparaison avec la présentation d'Hélène et cette question des discours politiques, elle m'a vraiment interpellée. Dans le cadre des monarchies du Golfe, on a vraiment vu des nouvelles politiques publiques, des politiques de réforme très très puissantes depuis 10 ans, qui donnent l'impression qu'il y a une régulation accrue du marché du travail, du droit des migrants, tout un tas de régulations qui sont séduisantes sur le papier, mais qui de fait ne se traduisent pas par une plus grande autonomie des migrants, ni même des citoyens des pays du Golfe. Et le cas de ce que tu évoquais, François, le regroupement familial, je ne sais pas si ça tient aussi dans ton contexte, parce que tu disais que le Japon avait toujours empêché la résidence de longue durée. Sauf pour les travailleurs très qualifiés. Sauf pour les travailleurs très qualifiés, donc la limite de 5 ans, etc. Alors qu'en fait, la limite à la résidence de longue durée, elle est très récente dans les monarchies du Golfe. Elle a commencé par les Émirats arabes unis, dans les années 2000, mais avant, il n'y avait pas de limite à la durée de résidence. C'est-à-dire que même les statistiques que tu évoquais, 7 ans en moyenne de durée de résidence, d'abord, ce sont des statistiques qui sont extrêmement partielles, parce qu'il y a toute une partie des gens qui renouvellent leur résidence en sortant et en rentrant, ou alors par des moyens informels, ou alors avec la kafala. Et donc, en fait, on a des itérations qui ne sont pas prises en compte. Puis, il y a des gens qui ne sont pas du tout enregistrés aussi. Et en fait, cette limitation, elle est très récente. En Arabie Saoudite, ça fait à peine 2 ans
qu'il y a une limitation, et ça a été extrêmement controversé. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en Arabie Saoudite, les employeurs, mais aussi la société civile, sont hostiles à la limitation de la durée de la présence des étrangers. Parce qu'il y a un intérêt, du fait de ce système de rente migratoire, mais il y a un intérêt aussi à la présence des étrangers. Les employeurs ne veulent pas que leur travailleur doit partir au bout de 5 ans. C'est compliqué de reformer quelqu'un. Voilà. Et donc, il n'y a pas forcément d'adhésion de la population des monarchies du Golfe pour plein de raisons, le bénéfice qu'ils tirent des étrangers, mais aussi d'autres raisons, à cette plus grande rotation. Et c'est vraiment l'État qui impose ce type de turnover contre les employeurs et la société civile, si on veut parler de société civile. Écoutez, je tenais vraiment à vous remercier vivement l'une et l'autre, c'était absolument passionnant. Et je vais donner à ce cours le titre des politiques migratoires de par le monde. Et je pense que sans votre apport à l'une et à l'autre, mon titre aurait été usurpé. Donc merci infiniment.